Bonjour et bienvenue à un autre épisode du podcast de Raphaël. Je veux vous raconter une histoire d'il y a 10 ans. En fait, je pensais que ça faisait 10 ans, mais ça fait 9 ans. Puis, j'ai pas souvent raconté cette histoire-là. C'est juste que je l'ai partagée sur les médias sociaux parce que je trouve que c'est important que les gens qui me connaissent pas depuis longtemps puissent voir la progression, puissent voir la différence, puissent voir tous les changements qui ont eu lieu dans ma vie. Fait que le but de l'histoire, c'est vraiment de vous mettre en contexte de c'était quoi ma vie il y a 9 ans, puis c'était en janvier 2017. Puis j'aimerais ça pouvoir vous dire que ce moment-là, c'était un point tournant dans ma vie, mais la réalité, c'est que ça n'en était pas un, parce qu'à ce moment-là, c'était pas suffisant pour me réveiller. Fait que janvier 2017, je me souviens que j'étais assise, adossée à ma porte d'entrée et je pleurais. Puis je me demandais pourquoi ça faisait aussi mal. Je me demandais ce que j'avais fait de pas correct. Je me demandais qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ça. Et il y avait des huissiers qui cognaient à ma porte. Il y avait des avocats qui m'appelaient par téléphone. J'étais assis là, je pleurais. J'ai pleuré. J'aurais aimé vous dire que j'ai pleuré longtemps pour pouvoir sortir toute la douleur qui était dans mon corps, mais j'avais pas ces connaissances-là à ce moment-là. Ce qui fait que j'ai pleuré 5, 10, 15 minutes. Après ça, j'ai essuyé mes larmes, je me suis levée et j'ai continué. J'ai décidé de survivre. J'ai décidé de passer à travers. J'ai décidé de pousser. J'ai décidé de me relever les manches puis de continuer. Certaines personnes à qui je parlais dans ces années-là, quand je leur dévoilais l'étendue de la marde dans laquelle je m'étais mise, ils se demandaient comment je faisais pour dormir la nuit. Honnêtement, je dormais très bien, j'ai toujours dormi très bien, j'ai dormi sur mes 2 oreilles. La réalité, c'est que j'étais déconnectée de mon corps, déconnectée de mes émotions. Donc, j'ai toujours eu cette capacité-là à mettre les choses dans un petit tiroir. On appelle ça la compartimentalisation. Ouais. La compartimentalisation. Donc ça, c'est vraiment de prendre une situation qui est en train d'arriver, puis de la mettre dans un petit tiroir, dans le fin fond de notre subconscient, puis de continuer comme si de rien n'était. Puis honnêtement, j'avais cette capacité-là. C'est un outil. Aujourd'hui, je me demande, je suis pas tout à fait, en fait, capable d'accéder au même niveau. Mais s'il fallait, je suis certaine que j'ai quand même cette mémoire-là d'être capable de supprimer les émotions, mais je vous dis ça, puis non. Fait que je vous fais un petit parallèle. Hier, j'ai vécu un moment un petit peu plus difficile aussi. Puis je chantais de la colère, de la tristesse. Puis ce que je fais aujourd'hui, en fait, c'est que je vais l'évacuer. Avant, j'avais la capacité de comme la ravaler, puis faire comme si de rien n'était. Mais aujourd'hui, non. Donc, ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai pris un moment pour aller crier à tue-tête dans un manteau, honnêtement, parce que j'étais dans mon garage. Un manteau de plumes, ça absorbe beaucoup le son. Fait que si jamais vous avez pas d'oreiller, ça peut être un oreiller, ça peut être un manteau, ça peut être une couverture, peu importe, une espèce de surface molle qui absorbe le son. Ça peut être de l'eau dans un bain, ça peut être juste le contenant de votre voiture si vous êtes tout seul, mais ça fait du bien. Ce qui fait que, tu sais, quand on sent cette espèce de boule dans la gorge, les yeux qui picotent, fait que c'est juste d'aller, puis honnêtement, j'ai fait tellement de choses, j'ai fait des séances. Tu sais, quand tu te permets un environnement sécuritaire, tu peux vraiment aussi fesser dans des coussins. Tu sais, c'est tout est mou, là. Un lit, des coussins de yoga. Fait que vraiment, moi, j'ai joué au soccer, là. Fait que j'avais des coussins, puis je les bottais de toutes mes forces. Ceux qui ont déjà joué au soccer avec ou contre moi savent que j'ai un solide coup de pied. On appelle ça un plomb, là. Un solide botté de soccer. Ce qui fait qu'à un moment donné, je faisais un exercice, puis quand j'étais en mesure de connecter avec cette rage-là à l'intérieur de moi,
il y a eu une partie de mon conscient qui, tu sais, qui participait pas pleinement à toute cette libération-là, qui était plus animale, subconsciente, tu sais, dans mon corps, vraiment, quand tu laisses aller. Quand tu oublies, là, de quoi t'as de l'air, en tout cas, tu laisses vraiment ton corps prendre les rênes. Fait que là, j'étais dans mon moment en train de botter, crier, lancer, détruire, pas détruire, mais juste comme me permettre d'être violente physiquement avec mon environnement qui était mou et sécuritaire. Là, il y a une partie de mon conscient qui est revenu comme, puis qui était comme, est-ce que c'est dangereux? Parce que, tu sais, d'être conscient à ce point-là de la force physique dans mon corps. Mais ça, c'était une fausse croyance parce qu'évidemment, comme je dis, tout était mou, tout était sécuritaire, il y avait rien de dangereux là. À la limite, la rage peut être vraiment sacrée. Fait que tout ça pour dire que aujourd'hui, j'ai plus ou moins la capacité de mettre les choses dans un tiroir. Honnêtement, je recommande ça à personne. Fait que ce que je vous recommande aujourd'hui, quand vous avez une situation difficile puis que vous avez envie de vous relever et de continuer, je vous invite quand même à avoir une certaine pratique pour libérer les émotions, les laisser être. Souvent, en dessous de la colère, il va y avoir des larmes. Puis là, de se permettre de pleurer. Puis c'est pas obligé d'être long. Parce que je disais que c'était pas long quand j'étais adossée à la porte de mon entrée il y a 9 ans de ça. Mais l'énergie, je veux juste que vous ressentiez la différence, OK? Je suis assise, adossée à ma porte, je pleure, je comprends pas ce qui arrive. Puis là, je me dis, arrête de pleurer, relève-toi puis continue. C'est pas la même chose que honorer toutes les sensations, toutes les émotions. Encore une fois, tu sais, comme je disais, il y a beaucoup de redevenir le parent de notre enfant intérieur. Puis j'ai tellement appris avec mes enfants. Fait que si mes enfants sont en crise, que ce soit de la colère ou de la tristesse, ce qu'ils ont besoin souvent, c'est un câlin. Puis des fois, ils sont pas prêts pour un câlin, mais ils ont quand même besoin d'une présence. Si vos enfants vous disent «Laissez-moi tranquille, va-t'en!» C'est la dernière chose qu'il veut, c'est que tu t'en ailles. Il y a juste besoin que tu prennes un pas de recul puis que tu te dises «Je suis avec toi, je m'en vais nulle part, je t'aime très fort, t'es en sécurité, je vois que t'es vraiment fâché quand tu seras prêt ou prête. Je suis disponible si tu as besoin d'un câlin.» Puis souvent, là, dès que la première vague de colère s'évacue, le câlin, c'est ce qui va venir réguler. Puis là, de dire, t'étais vraiment, vraiment fâché parce que c'était vraiment important pour toi, peu importe qu'est-ce qui est arrivé, X, Y, Z. Puis après ça, une fois qu'on a honoré, le corps se redépose, se sent en sécurité, peut continuer. Fait que je vous dis pas de vous effondrer puis de vous rouler dans vos émotions parce qu'il existe aussi une notion qui s'appelle, c'est un peu ça là, c'est de te rouler dans tes émotions. Fait que ça, c'est quand tu peux devenir accro. Fait que ça peut créer une dépendance, puis sinon, ça peut juste être une façon d'être qui est comme familière. Fait que si une de vos façons d'être, tu sais, moi, ma façon d'être, c'est d'être déconnectée. Ça se peut qu'une de vos façons d'être, ça soit d'être triste. Ou ça se peut que votre façon d'être, ça soit d'être fâché. Souvent, on a comme une émotion qui est notre émotion un peu par défaut. Fait que mon émotion par défaut, c'était un peu d'être dans le déni, puis c'était de voir la vie avec des lunettes roses, même quand toute la vie, tout mon corps, tout crie de dire allô, système d'alarme, il y a une alarme de feu, il y a quelque chose qui va pas, la situation est dangereuse, la situation fait en sorte qu'il faut se réveiller, il faut prendre action, il faut faire quelque chose de différent, il faut sortir de cette relation-là, mais les signaux dans mon tableau de bord, je les recevais pas. Fait que mon par défaut, moi, c'est d'être dans le déni puis de voir avec les lunettes roses. Les gens, les situations, qu'il y avait toujours une solution. Tu sais, honnêtement, là, à un moment donné, des fois, il faut redevenir les deux pieds sur terre, là, puis se regarder en pleine face puis dire, OK, j'ai fait un choix, j'ai fait des choix. C'était des mauvais choix. Là, c'est le temps de faire des choix différents. Au lieu de se raconter l'histoire que nos choix sont corrects, qu'on est capable, qu'on va continuer, que tout va bien aller, on reste positif, ça va s'arranger. Non, ça s'appelle, en anglais, on dit spiritual bypassing. C'est comme, t'as pas, ça, c'est complètement le syndrome des lunettes roses, là. T'as pas compris l'essence même. Il y a nulle part, dans aucun enseignement psychologique ou spirituel ou de mindset qui dit que t'es censé faire fi de comment tu te sens à l'intérieur, ni dans la réalité dans laquelle tu te retrouves pour avoir des pensées positives puis comme penser que c'est ça qui va t'en sortir. À un certain moment donné, il faut revenir dans le corps
puis regarder la situation en pleine face, puis dire, OK, je me suis fourrée. Exemple, j'ai choisi une personne qui était pas la bonne personne pour moi. J'ai fait une série de décisions qui étaient pas centrées sur qu'est-ce que moi je voulais. OK, voici, on va prendre la responsabilité, puis voici comment on va faire différent. Mais tant et aussi longtemps que tu reconnais pas à quel point la situation elle est merdique, jamais, 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 jamais que vous allez être en mesure de faire la transformation qui est nécessaire pour changer. Fait que je recule encore de 9 ans. Puis comme je vous dis, j'ai juste continué. J'ai continué à faire comme si mes problèmes n'existaient pas. En même temps, j'avais la ferme intention de les régler et je prenais action à tous les jours pour les régler. Puis c'est là où je vous dis que il y a ce pattern-là qui existe chez les gens comme moi. Chez les gens, j'irais même jusqu'à m'aventurer comme mon amoureux Alex. C'est que quand t'es fort, indépendant, intelligent, capable, on dirait que des fois, on a de la difficulté à tracer la ligne de quand est-ce que c'est assez. Quand est-ce que c'est le temps de lâcher le morceau? Quand est-ce que c'est le temps de dire, là, il y a quelque chose qu'il faut qu'il change? Puis c'est ça la nuance, c'est que quand on a la capacité de continuer même quand c'est difficile, c'est un pattern relationnel qui permet de franchir la limite, mais beaucoup, beaucoup trop loin. Fait que tout ça pour dire que au moment où je vivais ces situations-là difficiles, j'ai continué. J'ai continué, j'ai rencontré Alex, j'ai continué, je suis tombée enceinte, j'ai accouché d'Emeric. Puis c'est quand j'avais mon petit homme dans les bras, entre mes mains, que j'ai compris qu'il y a rien de ce que je faisais qui faisait du sens si j'étais pas en mesure d'être présente dans mon corps pour prendre soin de lui. Parce que je voyais à quel point il était vulnérable, à quel point il était tout petit, à quel point il avait besoin de sa maman. Puis ce que ça m'a permis de faire, c'est vraiment de trancher ce bébé qui est sorti de mon ventre, qui est sorti de mon vagin. Celui-là, c'est ma responsabilité. Toutes les autres personnes dans ma vie, desquelles je me sentais responsable, j'ai jamais été responsable d'eux. Mais là, la ligne était claire. Ce qui fait que, puis la nature est bien faite. Ça a coupé tout le cordon. Ça a coupé le cordon avec toutes les personnes qui dépendaient de moi pour être cette personne-là dans leur vie, cette figure-là de grande sœur, cette figure-là de maman, cette figure-là de personne qui prend soin d'eux, parce que c'était mon mode par défaut. Puis c'est prendre soin des autres aux dépens de soi-même, ça va toujours être une erreur. Puis je vous le dis, là, je suis passée par là, je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi de se raconter l'histoire qu'on est une bonne personne parce qu'on prend soin des autres. Qu'on est une bonne personne parce qu'on met les besoins des autres devant les nôtres. Qu'on est une bonne personne parce qu'on va manger juste quand les autres auront tout mangé. Qu'on est une bonne personne parce qu'on va pas aller rechercher une deuxième assiette avant de s'assurer que tout le monde a mangé, a repris une deuxième assiette puis qu'il reste juste, OK, là maintenant. Je sais c'est quoi. Puis il y a une partie de noblesse là-dedans. Puis je vous dirais que c'est comme une projection de ce qu'un papa ou une maman ferait quand il s'est question de ses propres enfants. Puis il y a une partie de noblesse là-dedans. Et en même temps, c'est vraiment triste et c'est complètement dysfonctionnel parce que quand on regarde les situations d'urgence, exemple dans un avion qui est en train de s'écraser, c'est tu mets ton masque d'oxygène à toi en premier, puis après ça, tu vas prendre soin des autres. Parce que si tu t'occupes de mettre le masque d'oxygène de tes enfants en premier puis tu tombes dans les pommes, ben t'as pas servi ta cause puis t'as pas servi la cause de tes enfants. Fait que c'est toujours ton masque d'oxygène à toi en premier.
Puis c'est vraiment un concept qui est difficile à internaliser. Émeric, Charlize et moi, on fait nos apprentissages avec Alex, évidemment, mais c'est plus moi qui est en charge, nos apprentissages en famille. Puis on lisait, il y a une certaine sorte de pieuvre qui met au monde ses enfants, puis qui va en prendre soin, mais sans manger, sans dormir, sans bouger. Dans le fond, elle fait juste comme bloquer l'entrée de son nid avec son corps, puis elle les nourrit jusqu'à ce qu'elle meure. Puis après ça, elle meurt, puis je me souviens pas si les enfants se nourrissent de son propre corps, puis après ça continue. Mais quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça tellement triste, puis en même temps, ça m'a permis de comprendre que c'est sûr, dans le règne animal, c'est comme... en fait, c'est exactement ça. Il y en a une qui est basée dans l'instinct de survie, puis l'autre qui est consciente. Fait que consciemment, tu peux choisir de prendre soin de toi en premier. Par défaut, en mode survie, pour la survie de l'espèce, on va avoir tendance à se sacrifier pour le bénéfice de la génération future ou de des gens qu'on perçoit comme étant plus vulnérables puis qui ont besoin. Puis ça, c'est tout un autre conditionnement aussi là, dans la société, dans la culture, de dire que... Puis je suis pas en train de dire qu'il faut pas prendre soin des autres, je suis juste en train de dire que j'ai envie qu'on prenne soin des autres à partir d'une place de débordement et non pas à partir d'une place de se sacrifier soi-même. Parce que ça fait pas de sens. Ça fait plus de sens pour moi. Mais je comprends, ça a déjà fait du sens. Fait que je vous reviens à mon histoire, que j'ai de la difficulté à... Je me pratique. Mais au fil du temps, je vais être en mesure de vous raconter mes histoires d'un bout à l'autre. C'est juste que au fur et à mesure que je me lance comme ça, c'est tellement inspirant. Puis j'ai envie de vous partager plein de choses. Puis en même temps, j'ai confiance que ce que je vous dis, c'est exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Fait que j'ai mon petit bébé Émeric dans les bras. Puis je me dis, c'est mon enfant, c'est ma responsabilité. Lui, il a rien choisi d'apparaître comme ça. Genre, c'est moi, on l'a conçu, on l'a créé. Après ça, certains vous diraient qu'il s'est créé lui-même puis qu'il a choisi ses parents puis son incarnation. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais disons que, pour parler le langage plus commun, on l'a conçu, on l'a créé, on l'a mis au monde. Maintenant, c'est notre responsabilité. Puis tout le reste, honnêtement, peut prendre le bord. Mais, puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que ce que lui avait besoin, c'est pas forcément ce que moi j'avais reçu, ce qui fait que je me suis mis à creuser, puis à chercher, puis à bon, tout le développement de l'enfant, qu'est-ce qu'on a besoin dans chaque phase, puis il y a le volet comme, encore une fois, logique, commun, comme les choses, les histoires d'entraînement au sommeil, puis ces choses-là. Puis après ça, il y a l'aspect biologique, animal, humain, mammifère, qui est étonnamment étroitement lié avec la version consciente, divine, remplie d'amour, ben que là, c'est de ça que j'avais envie de me rapprocher avec lui. Puis moi, c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic. Parce que une des choses que j'enseigne le plus à mes enfants, à toutes les gens dans ma vie, aux gens que j'ai le privilège de guider, une des questions les plus importantes que vous pouvez vous poser quand vous avez une décision à prendre, c'est: est-ce que la décision que je m'apprête à prendre vient d'une place d'amour ou si ça vient d'une place de peur? Il y a des choses qui vont blesser les autres, mais qu'on va faire par amour pour soi. C'est complètement différent. C'est complètement différent de faire quelque chose par amour pour soi que par peur des autres, par peur de se faire fourrer, par peur de se faire blesser, par peur que quelqu'un veuille abuser de nous. Non! Mais quand tu fais quelque chose par amour pour toi, par amour pour ton partenaire de vie, par amour pour tes enfants, et non pas contre quelque chose d'autre, peur de perdre, peur de... toutes les peurs. Faites juste vous poser la question. Est-ce que la décision que je m'apprête à prendre, est-ce que ça vient d'une place de peur ou ça vient d'une place d'amour? Même chose quand on veut la collaboration de quelqu'un. Est-ce que je veux collaborer avec cette personne-là par peur ou par amour? Puis même chose quand j'ai envie que quelqu'un d'autre collabore avec moi. Est-ce que je suis en train de
communiquer avec cette personne-là pour que cette personne-là collabore avec moi parce qu'ils ont peur des conséquences de ne pas collaborer avec moi ou par amour pour moi puis pour ce que je suis en train de créer. C'est deux choses complètement différentes. L'énergie est complètement différente, puis je vous dirais que dans toute la vie, c'est une des choses les plus précieuses. S'il y a une chose que vous pouvez retenir de ce que je vous dis aujourd'hui, puis dans tous les enseignements qui se retrouvent sur mes enregistrements, c'est est-ce que ça vient d'une place de peur ou est-ce que ça vient d'une place d'amour? Puis quand tu réponds à cette question-là, honnêtement, ça donne la réponse à beaucoup de questions. Toutes les décisions familiales, décisions financières, décisions personnelles, est-ce que c'est par peur de l'autre? Ou est-ce que c'est par amour? Est-ce que c'est par peur des conséquences? Ou c'est par amour pour moi, pour mes projets, pour ce que je veux créer, par amour pour la vie, par amour pour la planète, par amour, tu sais, est-ce que ça vient d'une place d'amour ou ça vient d'une place de peur? Et c'est là où il y a vraiment une nuance. L'absence de conflit, ça veut pas nécessairement dire la présence de la paix. L'absence de peur, ça veut pas nécessairement dire la présence de l'amour. Fait que faites juste rester avec ça, avec cette idée-là. C'est qu'on peut avoir un thinking qui est pour éviter une peur, éviter une conséquence, éviter des choses désagréables, ou on peut les faire d'une place d'amour, de présence, et pour remplir un espace. Remplir d'amour, remplir d'intention, remplir de conscience, remplir d'abondance. Fait qu'encore là, c'est une réflexion que je vous invite à prendre. Puis je pense que ça va être suffisant pour aujourd'hui. Puis j'ai toujours plein de belles choses à partager avec vous, mais pour l'instant, je me sens complète comme ça. À bientôt! Je vous envoie tout plein d'amour et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!